Le 5 mars 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Le Comte de Monte Cristo, deuxième épisode, sous le titre Rendez-nous le père Dumas. Les directeurs de l'Olympia peuvent se vanter d'avoir créé un bel embouteillage sur le boulevard avec le second épisode de Monte Cristo. C'est le vieil attrait des séries qui renaît. On se précipite pour savoir la suite. Beaucoup, sans doute, l'ont lu naguère, mais ils ont eu tout loisir de l'oublier. Et l'on sait qu'avec la crise présente du papier, l'achat d'un Monte Cristo complet est à peine moins difficile que celui d'un La Fontaine dans l'édition des Fermiers Généraux. C'est la preuve aussi que la première partie de Monte Cristo, comme on pouvait le prévoir facilement, n'a pas déçu le public. La seconde époque du fameux feuilleton, j'ai à peine besoin de le dire, n'est guère moins touffue et fertile en épisodes faramineux que la précédente. Edmond Dantès, devenu richissime comte, poursuit méthodiquement sa vengeance. Justicier idéal entre tous les justiciers, il ne trempera pas lui-même ses mains dans le sang impur. Il lui suffit d'élaborer les combinaisons fatales qui feront tomber ses méchants ennemis. Le papa Dumas est rarement allé plus loin dans l'échevelé, du moins je l'imagine. Un général félon, en but à une violente campagne de presse, vient se défendre devant la chambre des pairs. Il va triompher de ses accusateurs. Mais l'huissier introduit une gracieuse mouquère dans ses grands voiles d'oriental. C'est l'unique témoin, découvert par Monte Cristo, des brigandages du reître, qu'il a vendit à un marchand arménien. Elle démasque l'imposteur et retourne en un clin d'œil la majorité parlementaire. Un procureur du roi, qui enterra jadis vivant son fils adultérin, la nuit de sa naissance, est appelé à requérir contre ce fils devenu un gibier de bagne, un meurtrier. En plein prétoire, il voit brutalement dévoiler son crime. Il ne lui reste plus qu'à s'enfuir en arrachant son col et à claquer d'une attaque dans le corridor au pied de l'implacable Monte Cristo. Nous avons déjà fait connaissance avec les héros. Nous sommes plus libres pour juger leurs faits et gestes, pour constater aussi que le dialogue est d'une ingénuité vraiment un peu trop poussée, qu'il contribue peu à la crédibilité de la fable. Les adaptateurs ayant été contraints de résumer beaucoup, les exécutions de Monte Cristo se succèdent à une cadence qui devient cocasse. On sourit, on rit, mais c'était bien un peu dans les intentions du bonhomme Dumas. Ce n'est point si mal que de retrouver un mélodrame où les spectateurs s'esclaffent aux terribles coups de théâtre qui se multiplient et où cette gaieté fait partie du jeu. Le premier épisode était plus entraînant, plus varié, plus imprévu. Pourtant, dans le second, le charme du vieux conteur agit toujours. Derrière les images de M. Vernet, plus honnête qu'ingénieuse, et soulignant un peu trop le romantisme ingénu du récit, c'est la verve de Dumas qui transparaît encore et qui justifie le succès populaire. Que la mise en scène semble plus soignée que dans les premiers chapitres, cela est en somme plutôt accessoire. L'essentiel est dans le canevas. Nous avons passé en revue les principaux personnages devant nous. Pierre-Richard Vilm, Henri Bosc, Michel Alpha, dont le rôle s'épanouit et qui le tient bien. Marcel Héran, Aimé Clarion, Alexandre Rignot, dont la composition de Caderousse est excellente jusqu'au bout. Il n'y a guère parmi les nouveaux venus que la jolie Lise Delamarre. Ses apparitions sont assez brèves, dans l'ébouriffante silhouette de la mouquère. La morale de ces naïfs et abondants spectacles, c'est qu'il est bien dommage que le cinéma, en France du moins, n'ait pas encore trouvé son Dumas père, avec tout ce qu'il peut représenter d'invention, de bagout et de fantaisie.